Bonsoir à tous, soyez de nouveau les bienvenus. Cette adresse de bienvenue concerne peut-être celles et ceux qui pour la première fois sont ici conviés au Grand Orient de France et dans ce temple, le temple Arthur Grossier. Soyez donc les bienvenus. Nous sommes invités ce soir à une conférence publique qui a pour thème Mutualité et humanisme, un siècle de combat commun. Et je vais immédiatement laisser la parole à mon frère et ami Patrice pour quelques mots de présentation. Patrice, tu as la parole. Merci Fabrice. Grand maître, mon très cher frère Nicolas, mes très chers frères et mes très chères sœurs, conseillers de l'ordre, mes très chers frères et mes très chères sœurs, mesdames et messieurs, à l'heure où se profilent de nouveaux axes de pensée qui tendent à promouvoir le repli sur soi et l'individualisme, à l'heure où l'on observe que des valeurs de solidarité et de sociabilité reculent, au moment où l'on assiste en permanence, suivant un rythme métronomique, à la disparition progressive des interventions de l'État dans le champ de l'économie sociale, et alors que la plupart des citoyens éprouvent ce sentiment d'abandon de toute forme de protection sociale, le monde mutualiste reviendrait-il en première ligne? Les mutuelles poursuivent cette généreuse trajectoire initiée dès la fin du XIXe siècle, en développant des activités sociales, sanitaires et médico-sociales qui constituent de véritables réseaux socio-sanitaires, lesquels réseaux s'inscrivent dans la lignée des principes fondateurs des mutuelles, qui, même si ces dernières sont de nature privée, il est incontestable qu'elles apportent avant tout un service d'intérêt général. Parmi ces principes fondateurs, la conception du mouvement mutualiste de l'avenir de la protection sociale et de la couverture santé passe par la prise en compte de l'ensemble des dimensions de la santé ainsi que par l'intégration de dispositifs afin d'accompagner les citoyens tout au long de la vie avec une attention toute particulière lors des moments de vulnérabilité. Autre principe fondateur, apporter des soins et des services de qualité à des coûts maîtrisés, tout en veillant à favoriser la prévention et la promotion de la santé. Mais tout en gardant en filigrane que l'objectif est bien de parvenir à une prise en charge globale et intégrée. Pour nous, francs-maçons du Grand Orient de France, le droit à la protection sociale relève naturellement d'une démarche universaliste. On le sait, cette démarche a été actée par l'ordonnance du 4 octobre 1945 et consolidée par l'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Voilà pourquoi, plus que jamais, il est nécessaire de réaffirmer avec force et vigueur que la santé n'est ni un moyen, ni un modèle économique, mais un droit fondamental pour tous. Celui pour lequel, pour chacun d'entre nous, de pouvoir avoir accès aux soins, quelle que soit son origine, sa situation familiale ou sociale ou son lieu d'habitation. Mais voilà, dans un rapport tout récent, la Cour des comptes a une fois de plus tiré la sonnette d'alarme. On dit que d'ici 2028, le déficit de l'assurance maladie atteindrait près de 17 milliards d'euros, ce qui va contribuer à une dette sociale globale de 182 milliards d'euros, c'est-à-dire, plus prosaïquement, à un record historique. Face à ce constat, disposons-nous de la force suffisante pour inspirer le législateur et l'éclairer sur ses choix futurs, pertinents et efficients. C'est en tout cas la mission que s'est assignée l'association Musaco, qui a été notre partenaire pour l'organisation de cette soirée. Et je tiens à excuser son président, Aurélien Ress, qui aurait dû être présent parmi nous ce soir, mais qui a eu un petit malaise en milieu de journée. Sans conséquence, je vous rassure. Cette association qui fédère depuis 40 ans des énergies du monde mutualiste promeut aujourd'hui principalement des axes de développement qui vont de l'élargissement de la couverture sociale en cas d'incapacité de travail, d'invalidité et de décès pour tous les actifs, à une grande loi sur la perte d'autonomie, en passant
par une réflexion élargie sur la territorialisation pour lutter contre les déserts médicaux. Alors voilà pourquoi, dans le cadre de notre cycle des chantiers de la République, nous avons souhaité ce soir accueillir les points de vue des acteurs du monde mutualiste pour nous éclairer d'une part sur l'état de notre système de protection et d'autre part sur les enjeux à venir auxquels les citoyens seront sans doute soumis. Parmi ces acteurs, Jérôme Sadier, vous êtes diplômé de Sciences Po Lyon et vous avez été souvent impliqué dans l'économie sociale et solidaire. Vous avez été également collaborateur parlementaire et conseiller ministériel auprès d'Alain Richard et Elisabeth Guigou au début des années 2000. Vous êtes aujourd'hui président du Crédit Coopératif. Merci, M. Sadier, pour votre présence. Éric Chenu, vous êtes licencié et titulaire d'un DEA de droit et d'histoire du droit. Vous avez mené une longue carrière militante au sein de la MGEN. On vous connaît pour vous être opposé à la grande sécu en défendant la mutualité comme acteur central du système, mais avec davantage de contrôle public sur les structures lucratives du milieu médical, de la santé et du secteur médico-social. Et vous êtes aujourd'hui le président de la Fédération nationale de la mutualité française, la FNMF. Merci également à vous pour votre présence. Et enfin, Mathias Savignac, vous êtes fils de mineur et je sais que vous tenez à le rappeler. Vous avez été d'abord professeur SECPA à Grenoble. Professeur SECPA, ça veut dire professeur d'enseignement général et professionnel adapté. Vous êtes aussi un militant du mutualisme depuis presque 20 ans, 2007. Et vous êtes depuis 2021 président du groupe de la MGEN. Vous êtes également l'auteur d'un ouvrage très intéressant que j'ai personnellement eu l'occasion de lire avec beaucoup d'attention, qui est intitulé « Patron autrement, présider une entreprise sans renier ses valeurs ». Et cet ouvrage rapporte votre expérience à la tête d'une grande mutuelle. Je vous remercie donc pour votre écoute et votre attention, et je redonne maintenant la parole à notre maître des cérémonies, Fabrice. Mutualité et humanisme, un siècle de combat commun, c'est parti. Chers frères et sœurs, chers amis, je vous propose le programme suivant. Nous allons prendre le temps d'écouter bien sûr nos trois conférenciers. Par la suite, la parole vous sera accordée pour un temps de questions-réponses. Je vous invite bien sûr naturellement à couper vos téléphones mobiles. Et pour commencer, Jérôme Sadier, vous êtes président du Crédit Coopératif. Je vous invite à me rejoindre pour du train. C'est à vous. Merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir, chers amis. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, bien qu'ayant été dirigeant mutualiste moi-même, ce n'est pas à ce titre-là qu'on m'a demandé de parler ce soir, mais de planter un décor un peu plus large qui concerne peut-être les origines du mutualisme et plus globalement le mouvement de l'économie sociale et solidaire. Bizarrement, mon propos tiendra en 3 points. Le premier, c'est de revenir aux sources du mouvement mutualiste. À savoir, effectivement, pour faire le lien avec le titre de cette conférence, cet humanisme qui a permis à des femmes et des hommes, s'extrayant parfois de leurs conditions sociales ou leurs conditions économiques, de créer des choses ensemble, dans des contextes variés et avec des inspirations philosophiques, à vrai dire, relativement diverses. Bien sûr, je retiendrai, en tout cas en ces murs, prioritairement l'humanisme qui vient de la philosophie des Lumières, mais il faut aussi reconnaître qu'il y a dans l'économie sociale et dans le monde mutualiste une tradition d'inspiration plus chrétienne par ailleurs. Et tout cet ensemble, néanmoins, s'est organisé de telle façon à ce que les besoins qui n'étaient pas couverts par les structures sociales de l'époque puissent l'être à l'initiative des personnes, voire à partir d'un certain moment, voire des citoyens. Je dirais même que finalement, et ça peut paraître paradoxal, mais à l'issue de la Révolution française qui a valorisé l'individu par-dessus les communautés et a fortiori par-dessus les corporations, finalement, petit à petit,
le mouvement de l'économie sociale et solidaire, disons, pour rajouter ce terme qui est venu plus tard en fait, mais est venu progressivement reconstituer des liens communautaires en quelque sorte, entre les personnes en fonction des besoins qu'ils avaient à satisfaire ensemble, en fonction de critères géographiques ou professionnels la plupart du temps, et que ceci a pris réellement son essor finalement au moment des prémices de la révolution industrielle, lorsqu'il a fallu par ailleurs prendre en charge un certain nombre de risques ou alors de nouvelles activités qui étaient liées à une nouvelle société qui était en train d'émerger, notamment une société plus urbaine, moins rurale. Et finalement, c'est cette rencontre entre une forme de révolution des droits et en même temps une révolution économique qui a amené ce mouvement, qui a pris plusieurs formes, des formes économiques et sociales sur lesquelles on va revenir, et je laisserai bien évidemment à Éric et Mathias le soin de préciser sur la partie mutualiste, mais aussi d'autres formes, notamment les coopératives, mais je vais y revenir. Et plus généralement, et en ces murs, c'est important de le rappeler, une philosophie politique et sociale importante dans l'histoire de notre République, bien que méconnue et un peu oubliée, à savoir le solidarisme, qui, me semble-t-il, a inspiré beaucoup de ce qui aujourd'hui constitue la base du mouvement mutualiste. Et puis c'est aussi, au milieu du XIXe siècle, l'émergence du phénomène des coopératives qui naissent, en tout cas pour la première d'entre elles, en 1844, en Angleterre, à Rochdale, à côté de Manchester, où des tisserands créent pour la première fois une organisation collective destinée à satisfaire des besoins de consommation, puisque c'était l'origine. Finalement, ce qu'il faut se dire, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle d'économie sociale et solidaire, on pense aux mutuelles, on pense aux coopératives, on pense aux associations, aux fondations, à diverses formes d'entrepreneuriat, y compris dans des formes plus conventionnelles, mais animées par des principes. Aujourd'hui, on connaît des entreprises avec des statuts différents, avec des activités parfois identifiées, en tout cas pour les mutuelles, c'est assez clair, mais finalement, pendant plusieurs dizaines d'années, en fait, tout ceci sera plutôt indistinct, en fait. Les sociétés de secours mutuels vont se constituer, bien sûr, mais les coopératives n'ont pas forcément le nom de coopérative à l'origine. D'ailleurs, ce qu'on appelle les SCOP s'appelait plutôt des associations ouvrières de production. Et c'est au départ plutôt le phénomène associatif qui n'est pas encore la loi de 1901, mais qui existe en fait de manière informelle, qui permet de constituer des communautés de personnes qui progressivement, par le fruit de l'expérience et en même temps notre principe philosophique qui était plutôt fort, ont fini par créer des principes, du commun et ensuite des statuts. Et ce commun, qui est commun, pour le coup, à toutes ces formes d'économie sociale et solidaire, il suppose plusieurs choses concrètes. Un, une forme de propriété collective ou une absence de propriété, tout à fait. Deuxièmement, une gouvernance démocratique, c'est ce qui qualifie toutes les formes d'économie sociale et solidaire, et une lucrativité nulle ou au moins limitée. Et finalement, ce qui peut qualifier toutes ces initiatives qui naissent beaucoup en France, mais en tout cas en Europe, c'est la nécessité de solidariser les causes, de mutualiser des moyens, d'associer des personnes et surtout de coopérer pour y parvenir. Mon deuxième point consiste à évoquer en quelques mots en quoi cette forme d'économie a été pionnière. Ce qu'on a tendance à l'oublier parce que beaucoup de nos organisations sont bien installées dans un paysage économique et social, tellement installées que les mots se banalisent, notamment celui des mutuelles, malheureusement, qui est associé à une forme d'activité alors qu'elle en a bien d'autres. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier, c'est important pour notre patrimoine, que ces formes d'action et ces inspirations ont été à l'origine de beaucoup d'éléments de progrès social dans notre pays. Avant même que l'État social n'existe en France, la plupart des éléments de cet État social ont été le fruit de l'initiative citoyenne. Tout ceci a progressé avec l'installation de l'esprit républicain en France, avec les conquêtes aussi du mouvement ouvrier, dont ces murs aussi, pour le coup, certaines lois de la République se sont inspirées de ce qui a été créé dans le cadre mutualiste. Et pour prendre quelques exemples de votre vie courante, de manière générale, tout ce qui constitue de la prévoyance sociale est né
dans le mouvement mutualiste. Mais je peux aussi dire, en tant que président d'une banque coopérative, que l'accès au crédit est né grâce aux banques coopératives. Tous et toutes, autant que vous êtes, avant que les banques coopératives n'existent, vous n'aviez pas accès au crédit pour vos affaires familiales ou pour vos affaires d'entrepreneurs, etc. Ça n'existait purement pas. L'assurance mutuelle, au sens de l'assurance de biens, n'existait pas non plus. Il a fallu que les instituteurs de France, qui à l'époque étaient un corps constitué, mais aussi considéré, beaucoup plus que de nos jours, sans doute, mais puisqu'ils avaient à l'époque, plus que d'autres, les moyens de s'acheter des voitures, il a bien fallu qu'ils s'assurent également, parce qu'ils avaient beau être instituteurs, ils créent des accidents aux autres, et il a fallu qu'ils créent une mutuelle qui s'appelle la MAIF, la mutuelle d'assurance des instituteurs de France. Mais je pourrais dire aussi que dans le monde de la mutualité santé, un certain nombre de prises en charge médicales d'avant-garde ont été le fruit des militants mutualistes. Je pourrais dire qu'une bonne partie de la façon dont nos habitudes de consommation et d'achat sont dictées par le travail qui a été fait par les coopératives de consommateurs à l'origine et aujourd'hui les coopératives d'entrepreneurs dans le commerce. Plus généralement, je dirais aussi que toutes les questions liées à la démocratie dans l'entreprise sont très largement nées dans nos entreprises. Tout ça pour dire que finalement, ce que j'évoque là constitue une part importante, je dirais même assez déterminante, du contrat social républicain qui résulte de multitudes d'innovations sociales qui ont été le fruit du rassemblement de citoyens qui ont voulu régler un certain nombre de problèmes qui leur apparaissaient conditionner le progrès individuel et collectif avant que cela puisse se retrouver derrière dans l'action législative. Fort heureusement, il y a aussi parfois des actions législatives qui n'ont pas eu besoin de cette forme d'innovation. Mais je veux dire dans ces murs combien les travaux des loges maçonniques ont contribué à faire en sorte que l'innovation sociale existe dans ce pays. Enfin, pour mon troisième et dernier point, pour ne pas être trop long, je veux m'interroger avec ou devant vous à quoi peut servir ce grand mouvement de l'économie sociale et solidaire, voire la mutualité, pour demain. Parce que nous avons des positions parfois bien installées, parfois compromises, ça je laisserai Mathias sans doute y revenir, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut se satisfaire de ce que nous sommes aujourd'hui, de ne pas se satisfaire non plus de nos silos d'activité ou statutaires. C'est un peu notre problème dans l'économie sociale et solidaire. Enfin, ce n'est pas le seul, mais en tout cas c'en est un. Et je vous dirais trois choses. Un, sur le plan des principes, finalement, cette économie qui se veut responsable, qui se veut tourner vers un intérêt collectif, voire vers l'intérêt général, qui est par ailleurs ancrée dans les territoires, qui se bat contre la financiarisation de ces activités, voire pour la démarchandisation de ces activités, cette économie qui repose sur la coopération, tout ça forme un ensemble de principes qui me semble plus que jamais nécessaire pour affronter, on voit bien, la façon dont un monde nouveau se dessine pour affronter donc ces tendances qui sont, de mon point de vue, relativement mortifères. Ensuite, sur le plan économique et social, je suis persuadé que nos organisations, nos entreprises peuvent être les moteurs de nouvelles conquêtes. Ce n'est pas parce que nous sommes forts dans la santé et dans l'assurance en général, dans la banque, dans le secteur de la consommation, dans le secteur du tourisme, de la culture, du sport, qu'il faut se satisfaire de ce que nous sommes aujourd'hui. Je pense que par rapport aux dangers qui menacent la démocratie, notre modèle social, notre confort de vie, pour le dire tout simplement, je pense que nous avons besoin d'imaginer de nouvelles formes collectives dans le domaine de l'information, pour la protéger, dans le domaine de la gouvernance des données, que nous cédons un peu trop facilement à titre individuel, alors que nous pourrions les protéger de manière plus collective, dans le domaine du social, dans le domaine de l'éducation également, qui m'inquiète beaucoup dans sa déconstruction et sa privatisation, peut-être même dans le domaine de l'énergie. Et puis plus globalement, pour assurer une forme de souveraineté sur nos vies, je crois que nous avons besoin de formes d'organisation économique qui laissent la part à de la citoyenneté. Et puis pour finir, sur le plan démocratique. Parce que moi je suis persuadé que, avec tous nos défauts, parce que nos structures ont évidemment des défauts, mais le fait que nous nous reposions sur des adhérents, sur des sociétaires, sur des gens qui s'engagent, sur des gens qui prennent des responsabilités, qui apprennent à gouverner collectivement des entreprises,
qui apprennent donc que ce n'est pas parce qu'on a des besoins individuels qu'il est possible de les satisfaire sans les confronter à ceux des autres. Donc ils sont prêts à faire des compromis. Moi, je suis persuadé que nos formes d'organisation, qui sont toujours perfectibles, bien sûr, on apprend finalement à être de bons citoyens qui pratiqueront l'art du compromis, et à commencer par l'art de l'écoute de l'autre. Et dans une société qui pratique assez peu l'écoute, trop peu la nuance par ailleurs, il me semble que privilégier, préserver, développer nos formes d'organisation a une vraie valeur démocratique à un moment où, je crois, il faut s'alarmer de ce qui peut les menacer. Merci à vous. Merci à vous, Jérôme Sadier. Je vais vous inviter à me rejoindre, Monsieur Éric Chenu. Vous êtes président de la Fédération nationale de la mutualité française. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Quelques mots en complément du paysage que vient de dresser Jérôme Sadier. Le mutualisme, finalement, d'une certaine façon, c'est un mode d'entreprendre participatif, une gouvernance démocratique à but non lucratif, qui a pour vocation de permettre à des femmes, à des hommes, d'entreprendre pour soi, pour les autres, sans craindre un aléa, un accident de la vie, un pépin de santé. C'est avant tout ça, la mutualité. C'est de voir comment on met des ressources en commun, des moyens, au travers des cotisations notamment, pour se couvrir contre un risque dont on ne peut assumer seul les conséquences. Mais c'est aussi pour faire ensemble ce que l'on ne pourrait pas faire seul. C'est un lieu d'innovation sociale. Et dès la fin du XIXe siècle, du temps des sociétés de secours mutuels, jusqu'à aujourd'hui, en permanence, les mutualistes ont su innover, répondre aux enjeux, aux problématiques du moment. Du début du XXe siècle, où des femmes en mutualité ont travaillé sur la question de la mortalité infantile, de la mortalité en couche, de l'accouchement sans douleur, jusqu'à dans les années 60 avec des centres d'orthogénie, de travailler avec les associations féministes sur la lutte, la lutte pour obtenir la liberté d'avortement, jusqu'à aujourd'hui pour faire avancer notre législation pour permettre aux femmes et aux hommes de pouvoir choisir librement leur fin de vie. Le mouvement mutualiste s'est toujours mis du côté de l'émancipation individuelle et collective, avec un credo qui est de permettre à chacun de pouvoir mener librement sa vie. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. En plus de la liberté, bien évidemment, Jérôme y est revenu, il y a l'enjeu de solidarité et son versant, la responsabilité, j'y reviendrai. Et puis, bien évidemment, la démocratie, l'indépendance. Alors l'indépendance, ça ne veut pas dire que le mouvement mutualiste n'est pas une vision et une portée politique, notamment dans sa manière de faire vivre la capacité à renforcer la cohésion sociale, de vivre les uns avec les autres, les uns pour les autres. C'est au sens de ne pas avoir d'engagement partisan, mais on porte une vision solidariste de la société, où l'assurance est un moyen, où la gestion d'établissements de santé est un moyen, où la prévention est un moyen, au service de ce cadre émancipateur. Et c'est vraiment dans cette vision-là que l'on travaille, que l'on fonctionne, depuis les structures de prévoyance qui se sont adaptées au cadre professionnel, des tisserands ou mineurs du Nord, jusqu'à aujourd'hui des accords de branche ou dans la fonction publique, ou en faisant émerger des ruptures thérapeutiques, des avancées technologiques, en faisant en sorte qu'elles soient accessibles au plus grand nombre. Et c'est dans ce même esprit humaniste que nous œuvrons sur la question du handicap, autour de l'enjeu d'autodétermination des personnes en situation de handicap, sur la question de l'autonomie, en travaillant à l'émergence de couvertures mutualisées par répartition solidaire, où tout le monde protège tout le monde,
ou sur de nouveaux risques émergents, notamment autour de l'environnement, parce que ça nous semble être des sujets sur lesquels aujourd'hui il faut se positionner. Et puis le mutualisme, on essaie de le porter hors de nos frontières. C'est ce que l'on fait au travers d'un programme, notamment avec des mutualistes en Afrique, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, dans un certain nombre de pays de cette partie de l'Afrique, pour les aider à structurer des microsystèmes de santé où on articule une offre de centres de santé communautaire, avec des couvertures assurantielles où les moyens mis en commun produisent le maximum d'utilité et d'efficacité. La question finalement qui se pose aujourd'hui à nous, c'est comment on conforte les communs. Comment, par la réponse mutualiste, cette question des communs peut être mise en œuvre dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, où il y a une sécurité sociale depuis 80 ans, qui a parachevé progressivement l'État social, où dans un rôle de complémentarité, les mutuelles apportent une réponse. Pas seulement de financement, pas seulement de solvabilisation, mais une réponse pour permettre aux femmes et aux hommes de se soigner, d'être en bonne santé le plus longtemps possible et de manière la plus efficace possible. C'est pourquoi nous, on ne se contente jamais de voir la surface assurable augmenter, parce que il y a des désengagements de l'assurance maladie, ou il y a de nouvelles prestations à couvrir. On essaye en permanence de trouver le bon mécanisme, soit en développant des services de soins d'accompagnement mutualiste, qu'on appelait avant des œuvres mutualistes. Ça peut aller de la clinique en médecine, en chirurgie, en obstétrique, à des centres de santé dentaires ou des crèches ou des maisons de retraite, maintenant des EHPAD, pour essayer d'apporter la bonne réponse et de contribuer, de concourir au service public de santé, mais aussi en développant des conventionnements, c'est-à-dire en faisant en sorte de peser structurellement sur les tarifs, pour éviter de devoir augmenter inutilement les cotisations et de faire en sorte que cet euro mis en commun par les adhérents, les cotisants, produisent le maximum d'utilité. C'est ce que l'on essaye de mesurer au travers notre empreinte mutualiste, la manière dont nos structures, nos dispositifs, nos services, nos prestations produisent le maximum d'utilité dans la société. Et puis l'autre enjeu aujourd'hui, parce que nous sommes des structures démocratiques, avec des gouvernances avec des élus, des femmes et des hommes qui prennent des responsabilités, qui sont des adhérents, qui sont élus par leurs pairs pour prendre des responsabilités, eh bien c'est aussi de régénérer en permanence ce pacte entre les générations, de régénérer et de préparer les relèves pour faire en sorte que cette gouvernance se perpétue. Et toute la question, c'est de veiller en permanence à ce que la diversité de profils, de gens qui ne pensent pas la même chose, qui ne viennent pas forcément des mêmes horizons, puissent échanger, réfléchir ensemble, finalement faire société ensemble. Et ça nous semble d'autant plus essentiel aujourd'hui où notre société est polarisée, de plus en plus fracturée, en rupture d'une certaine façon, c'est de faire en sorte que ces sociétés de personnes que sont les mutuelles offrent ce cadre d'engagement, de discussion, de coélaboration, de co-construction pour ensemble faire émerger des réponses nouvelles adaptées au contexte d'aujourd'hui. Régulièrement, on entend qu'on est en crise. Je ne crois pas qu'on soit en crise. C'est simplement que la société se transforme en profondeur. Il y a une rupture importante et nos institutions aujourd'hui ont du mal à apporter des réponses parce qu'un certain nombre de politiques qui sont mises en œuvre sont plutôt court-termistes et ne permettent pas la projection qui permettrait aux citoyens, aux citoyennes de pouvoir comprendre les ressorts de la société, se préparer
arbitrer entre différentes alternatives structurantes de choix de société, et que finalement, d'une certaine façon, cette impéritie de l'action publique aboutit à une forme d'impuissance publique. Et nos structures, parce qu'on est des sociétés de personnes, parce qu'on est des militants du temps long, on peut être un des réceptacles de cette démocratie narrative où, ensemble, on élabore un certain nombre de réponses. Et c'est d'autant plus nécessaire que cette année, où on va fêter les 80 ans de la Sécurité sociale dans quelques semaines, dans quelques mois maintenant, le 4 octobre prochain, eh bien, beaucoup questionnent à savoir si on est encore en capacité de soutenir le modèle social tel qu'il est, d'anticiper la transition démographique dans laquelle on s'engage, dont on sait que les dépenses en santé vont exploser. On débat beaucoup sur la question des retraites en ce moment, mais les besoins en santé vont demander infiniment plus de moyens que le financement des retraites. Et donc la question, c'est comment on s'adapte à ça. Et nous, notre conviction, c'est qu'il n'y a qu'en travaillant ensemble, l'ensemble des parties prenantes, les professionnels de santé, les assurés sociaux, les patients, bien évidemment, mais l'ensemble des acteurs de la société engagés pour élaborer les solutions de manière apaisée, en débattant. On ne transformera pas le système les uns contre les autres, mais au contraire les uns avec les autres. Et tout l'enjeu, ça va être de retisser du lien, de redonner des perspectives par l'engagement, par la citoyenneté sociale, par une forme d'éducation populaire, puisqu'on est issu de cette histoire-là, les structures de l'économie sociale et solidaire, pour redonner de l'espoir, redonner de la capacité à agir aux femmes et aux hommes de notre pays, et finalement renouer avec cette histoire émancipatrice, et faire en sorte que ce bien commun qu'est la protection sociale, patrimoine de ceux qui n'en ont pas, les uns et les autres puissent non seulement l'utiliser, y contribuer en tant que cotisants, etc., mais l'utiliser quand ils en ont besoin et uniquement quand ils en ont besoin, ne pas être dans une spirale consumériste qui, aujourd'hui, malheureusement, est à l'œuvre du fait de la financiarisation qui s'est installée depuis quelques années. Voilà la trajectoire. L'enjeu qui est devant nous, c'est finalement de renouer avec ce qui étaient les ressorts et du mutualisme et de la sécurité sociale, c'est-à-dire la solidarité, la démocratie, la responsabilité et la confiance. C'est, je crois, les fondements même d'une société citoyenne apaisée et émancipée. Merci à vous, Éric Chenu. Mathias Savignac, je vais vous inviter à me rejoindre. Vous êtes président du groupe MGEN, vous avez la parole. Chers amis, mesdames et messieurs, parler ici au Grand Orient de France de mutualité, de protection sociale, d'humanisme, ce n'est pas simplement commémorer un anniversaire. C'est revenir à l'essence même d'un projet de société, à cette ambition séculaire d'organiser la société non pas autour du profit ou du pouvoir, mais autour de la dignité de l'être humain. Quelques mots sur l'héritage mutualiste, cet enfant de la République sociale. La mutualité, elle est pas née dans les bureaux des ministères. Elle est née dans des cercles d'ouvriers, d'instituteurs, de fonctionnaires, dans ces fraternités laïques où l'on croyait que la solidarité n'était pas une charge, mais un droit. Nous, mutualistes, nous avons construit, souvent dans l'indifférence, parfois dans l'adversité, des formes concrètes d'émancipation sociale. Non lucratives, tu l'as dit Éric, démocratiques, autonomes, les mutuelles ont été les premières à organiser les protections contre les aléas de la vie, maladies, vieillesse, accidents. Et c'est ce socle, ce patrimoine militant, qui a permis l'émergence de ce que nous célébrons cette année, la sécurité sociale en 1945. 1945, c'est l'humanisme en acte par l'État et par le peuple. Quand la République, au sortir de la guerre, décide de créer un système universel de protection sociale, elle ne le crée pas ex nihilo. Elle prolonge un combat que nous, mutualistes, avons porté dans l'ombre. Un combat que le programme du Conseil national de la résistance
vient élever au rang d'institution républicaine, car oui, la sécurité sociale, ce n'est pas une technostructure, c'est un acte politique fort. C'est l'idée que chacun, quel que soit son statut, sa richesse ou son origine, a le droit à la protection, aux soins et à la dignité. Humanisme, protection sociale, mutualisme, des combats communs et des valeurs partagées. Depuis 80 ans, nous cheminons ensemble. La sécurité sociale a été le bras de la République. Elle est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Mutualistes, nous avons été le cœur battant, l'aiguillon parfois, le partenaire toujours de la sécurité sociale. Nous avons complété les prises en charge. Nous avons innové, tiers payant, prévention, accompagnement de la santé mentale, maintien à domicile. Nous avons créé des œuvres sanitaires, ce que nous appelons communément les centres de santé. Nous avons tenu bon, tant à la fois face à l'individualisme ambiant, résisté à la logique assurantielle pure et rappelé inlassablement que la santé n'est pas une marchandise. Mais nous faisons face aujourd'hui à une érosion silencieuse du modèle solidaire. Le modèle solidaire, celui que nous avons mis un siècle à bâtir, s'érode lentement. Tu l'as dit, Jérôme, les comptes de la Sécu n'ont jamais été aussi dégradés, incontrôlables pour certains. Éric, tu l'as signalé aussi, la financiarisation de la santé progresse. 2 exemples. Aujourd'hui, 2 grands groupes de laboratoires pharmaceutiques se partagent quasiment la totalité du marché, tenus par des fonds exigeant une rentabilité loin des questions de santé et d'accès aux soins. L'imagerie médicale tente à vivre finalement la même trajectoire de financiarisation. La tentation de faire de la santé un marché, des patients, des clients, est bien réelle. Le désengagement progressif de la sécurité sociale à travers la solidarité nationale renforce les inégalités. On parle souvent, chaque année, au cours des projets de loi de financement de la sécurité sociale, d'un désengagement de la solidarité nationale vers la solidarité privée, de l'assurance maladie obligatoire vers l'assurance maladie complémentaire. Et quand on est mutualiste, on ne se réjouit pas de ça. On ne se réjouit pas de ça parce que les inégalités commencent avec les complémentaires santé, alors que nous sommes nous-mêmes acteurs de complémentaires santé. On ne se réjouit pas de ça parce que chaque pan de prise en charge qui glisse de la prise en charge solidaire de la sécurité sociale vers les complémentaires, c'est de la solidarité en moins, c'est des cotisations qui augmentent. Liées à ça, la capacité individuelle des hommes et des femmes à s'offrir, à se payer une protection sociale complémentaire. Alors on entend le sujet de la grande sécu dans le débat. Quand on est la même jeune, on estime qu'on est déjà soi-même la grande sécu. On est gestionnaire du régime obligatoire des fonctionnaires et complémentaire santé de ces mêmes fonctionnaires. La question de la soutenabilité de la grande sécu, dans les termes auxquels l'entendent certains politiques, est très éloignée finalement de cette capacité à s'occuper de chacune et de chacun dans sa situation individuelle, dans une logique de solidarité. Dans ce contexte, la place de la mutualité est à réaffirmer avec force. Nous ne sommes pas des vestiges du passé. Et se pose alors la question de la modernité quand on est mutualiste. Qu'est-ce que la modernité? Est-ce que c'est être de son temps? Pour moi, être de son temps, c'est prendre le risque d'être à la mode. Pour moi, la modernité, c'est la capacité d'être de tous les temps, de se réinventer. Et c'est ce qu'a fait la mutualité, être capable de prendre en charge des besoins nouveaux ou émergents à chaque fois qu'ils se présentaient. Cette capacité à innover, à se réinventer. Nous ne sommes pas forcément toujours à la mode, mais nous sommes modernes en cette capacité que nous avons de nous réinventer perpétuellement. Je ne peux pas ne pas parler aujourd'hui d'une situation que traversent les mutuelles de fonctionnaires. Étant moi-même président d'une grande mutuelle de fonctionnaires, la mise en concurrence pour les agents de la fonction publique de leur complémentaire santé. Et donc nous nous retrouvons aujourd'hui à répondre à des appels d'offres où nous trouvons en face de nous des assureurs, des banques assurances et quelques néo-assureurs qui, eux, revêtent la parade de la modernité, de la praticité. Ils ont gamifié la digitalisation, c'est-à-dire qu'ils ont adopté une approche ludique de la santé, un ourson bleu par exemple. Pour autant, il serait dommageable, quand on est une mutuelle, de trouver des boucs émissaires. C'est la meilleure manière d'éviter de se regarder soi-même
et d'imaginer nos propres marges de progrès et d'évolution. Nous avons sans doute, nous-mêmes, à améliorer sans cesse ce qu'on appelle l'expérience client, l'excellence relationnelle. Mais au-delà de ça, être mutualiste, c'est faire des choix politiques avant des choix économiques. Qu'est-ce qui caractérise les mutuelles aujourd'hui dans leur ancrage au niveau national? La question de la proximité. Nous avons fait le choix politique d'avoir des espaces d'accueil partout en France, sur le territoire hexagonal ou non hexagonal, ne cédant pas aux sirènes de la digitalisation et de la relation intermédiaire par le smartphone. C'est un choix politique. Nous aurions été guidés par un choix économique, nous aurions pris d'autres décisions. Nous avons pris le choix, la décision politique, de maintenir tous nos emplois en France. Une interrogation économique nous aurait sans doute amené à prendre d'autres décisions. De la même manière, puisque je parlais de digitalisation, nous avons fait le choix politique de stocker les données de santé de nos adhérents, qui sont aussi les agents de la fonction publique, sur des serveurs en France. Des choix économiques nous auraient amené à prendre des décisions de stocker nos données dans des pays où, sans doute, la réglementation serait moins regardante. Et puis enfin, nous ne vivons que par la cotisation de nos adhérents, nous ne rémunérons pas de fonds de pension étrangers, nous ne vivons que par la confiance que nous octroient les femmes et les hommes qui nous rejoignent. Et c'est important de rappeler ça, dans un contexte de débat public où prennent de l'ampleur les questions de souveraineté et de financiarisation de la santé. Je le redis, notre modèle mutualiste, loin d'être un vestige du passé, est une réponse moderne aux défis d'aujourd'hui. Dans un monde traversé par la défiance, l'individualisme algorithmique et la logique court-termiste, la mutuelle reste un espace démocratique de solidarité concrète, où chaque adhérent est un acteur et pas un consommateur. C'est un modèle, je le disais, sans actionnaire à rémunérer, sans spéculation à nourrir, qui investit l'intégralité de ses ressources dans le service aux personnes qu'elle protège. C'est un modèle qui s'adapte. Nous développons par ailleurs des services numériques, nous accompagnons les parcours de santé, nous innovons dans la prévention, nous coopérons avec les acteurs publics comme les acteurs des territoires. Finalement, nous faisons la preuve que la solidarité peut être à la fois efficiente, éthique et performante. Et dans un modèle où l'intelligence artificielle, les données de santé, les plateformes transforment tout, la mutualité offre un garde-fou, une boussole, un cadre de confiance, l'humain au centre. Nous ne sommes pas des opérateurs anonymes. Nous sommes, avec la sécurité sociale, le dernier rempart de la République sociale. J'en arrive à la fin de mon propos. Finalement, le mutualisme, c'est une fidélité active à l'humanisme républicain. Mutualité et humanisme, un siècle de combats communs, mais pas un siècle passé. C'est un engagement présent et surtout une responsabilité future. Au moment où la solidarité devient une variable d'ajustement, nous affirmons qu'elle est un fondement. Au moment où certains prônent le repli et la fragmentation, nous revendiquons l'universalisme. Et face à la marchandisation du soin, nous portons l'exigence éthique d'un soin juste, égal et accessible. Mesdames et messieurs, dans ce lieu où tant d'idées ont été pensées, défendues, débattues, je veux conclure par quelques convictions simples mais essentielles. Je le redis, la mutualité n'est pas une survivance du passé, elle est un outil vivant de la République sociale, et tant qu'il y aura des femmes et des hommes pour croire à l'humanisme, au progrès partagé, à la fraternité concrète, le mutualisme a un avenir. Mais pour cela, le monde mutualiste doit s'organiser pour survivre. Comment? En mettant en œuvre la loi de la jungle. Alors, contrairement aux idées reçues, la loi de la jungle, ce n'est pas la loi de la prédation, ce n'est pas la loi de la compétition, ce n'est pas la loi du plus fort sur les plus faibles. De récentes études anthropologiques ont montré que la vraie loi de la jungle, que les espèces qui survivent dans la nature, ce sont les espèces qui coopèrent, celles qui s'entraident, qui ne laissent personne sur le côté, les vieux, les jeunes, les plus fragiles, et qui prônent finalement la coopération avant la compétition. C'est ce que nous avons fait, je crois, dans le cadre des mutuelles de fonctionnaires qui ont été frappés par cette mise en concurrence, de trouver des partenaires là où d'autres voient des concurrents, des alliés là où d'autres voient des ennemis. Pour finir, et ce sera mon dernier mot, la sécurité sociale, elle est née après des décennies de discussions.
au lendemain d'une crise, la guerre, quelle prochaine crise va entraîner la transformation de la Sécu? Est-ce que ce sera une crise économique, une crise géopolitique, une crise sociologique, une crise démographique? Faut-il attendre cette crise ou bien l'anticiper et arrêter d'être ce pays qui subit ces transformations? Je vous remercie. Merci à vous, Mathias Savignac. Le temps de partage de la parole est venu. Vous avez donc la parole pour une série de questions et nous aurons l'occasion d'entendre encore nos intervenants. Merci beaucoup pour ces propos fort inspirants. Et alors ma question est, moi je suis entrepreneuse depuis de nombreuses années, comment abordez-vous le sujet face aux jeunes qui vont entrer dans la vie active? Vous parlez de financiarisation. C'est vrai qu'on est entouré d'un univers très inspiré du monde anglo-saxon, qui n'est ni bien ni mauvais, mais qui est dominant aujourd'hui. À supposer que cette financiarisation gagne, donc c'est une hypothèse, comment vous voyez votre modèle, et notamment on parlait de la sécurité sociale, qui, comme tous les modèles, a un point faible, est financé par la dette. C'est pas bien, c'est pas mal, mais aujourd'hui, visiblement, on essaye de nous culpabiliser avec ce paramètre. Comment vous voyez à long terme notre modèle dans un univers de financiarisation où on essaye de nous complexer? C'est quoi? Est-ce que c'est des coups de rabot, des affinages ou des affinements de prestations qui seraient plus autorisées? On a du mal en tant que citoyen, ok, on voit les paramètres, mais on a du mal à voir à moyen terme, long terme, ce que toutes ces contraintes peuvent donner sur notre sécu. Merci à vous. On y va pour quelques éléments de réponse. Mathias Savignac, Éric Chenu, Jérôme Sadier, Éric Chenu. Alors notamment des questions, en fait une question autour des jeunes et une question autour de la dette et notre modèle. Pour les jeunes, en 2024, on a initié un forum jeunes pour parler santé, solidarité avec les jeunes. Parce que, au regard des principes mutualistes que nous avons rappelé avec Jérôme et Mathias, on ne voulait rien faire pour eux sans eux. Donc on a voulu partir de leurs paroles, de leurs ressentis, de leurs analyses. Donc on a invité dans 7 villes de France et Outre-mer des jeunes à venir. La seule chose qu'il fallait, c'est qu'ils soient jeunes, c'est-à-dire moins de 30 ans, parce qu'on s'était donné une limite. Alors est-ce que c'est la bonne? J'en sais rien, mais en tout cas c'était celle qu'on s'est donnée. Il y avait des jeunes salariés, il y avait des étudiants, il y avait des apprentis, il y avait des jeunes de mission locale, il y avait vraiment tout type de jeunes, des lycéens, etc. Et c'était extrêmement intéressant parce que déjà on s'est aperçu qu'ils n'étaient pas tous en si bonne santé que ça. Régulièrement, on entend les jeunes sont individualistes. N'empêche qu'ils se préoccupaient beaucoup de la santé des autres, au sein de leur famille, au sein de leurs camarades, etc. Donc il y avait un rapport à l'altérité, ils pouvaient objectivement nous donner des leçons. Les enjeux de santé mentale sont arrivés très en haut de la liste de leurs besoins, de leurs problématiques. Les difficultés auxquelles nous sommes toutes et tous confrontés là où on habite, d'accès aux soins, de problématiques de reste à charge, parce qu'il y a des dépassements d'honoraires, etc. aussi. Mais surtout, ce qu'ils nous ont dit, c'est que globalement, le système, c'est quand même un peu compliqué et qu'ils n'y comprenaient pas grand-chose. Et donc, depuis, on travaille avec un groupe plus resserré, parce qu'on a vu plus de 1200 jeunes lors de ces rencontres, pour voir comment on leur fait de la place au sein de la mutualité, mais aussi au sein d'autres organisations, pour donner la possibilité à celles et ceux qui le souhaitent de pouvoir prendre des responsabilités, de pouvoir agir pour eux et pour les autres, et de voir comment on crée les conditions de relève en inventant aussi des outils pour leur expliciter comment ça fonctionne et leur donner des clés pour avancer. Voilà une manière d'apporter des réponses, parce que malheureusement, les décisions des pouvoirs publics, il y a 5 ans, ont remis en cause le rôle des mutuelles de jeunes. Il y avait le régime étudiant de sécurité sociale, il y avait un certain nombre d'outils comme ça. Et ces outils utiles pour leur autonomie ont été malmenés, vous l'écrirez comme vous le voulez, et on arrive à cette difficulté-là. Donc l'idée, c'est de leur redonner des outils, de leur redonner des espaces d'engagement pour qu'ils puissent faire
par eux, pour eux et avec eux, mais de cette manière-là. Sur la financiarisation, en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la financiarisation, non seulement elle coûte parce qu'il y a des gens qui vont capter de la valeur au détriment de l'intérêt général, mais elle coûte aussi parce qu'elle désorganise le système de santé. Quand des structures s'implantent sur un territoire, non seulement ils font du tri de patients parce qu'ils prennent ce qui rapporte, les patients les plus simples, etc., laissant aux services publics ou aux structures non lucratives les situations les plus complexes, ce qui est moins bien rémunéré, etc. Donc ça pose aussi une problématique d'aménagement du territoire. C'est assez important. Et par rapport à la question en creux que vous posez, c'est-à-dire le niveau de la dette et est-ce qu'il y a une fatalité à la dette? Non, il n'y a pas de fatalité à la dette. Aujourd'hui, on est en déficit parce que des choix politiques ont été faits de définancer la sécurité sociale. Après la crise sanitaire, il fallait revaloriser les métiers à l'hôpital, c'était absolument nécessaire, mais on a demandé à l'assurance maladie de le financer sans lui donner les recettes en face. Ça entraîne un besoin de financement non couvert de 13 milliards par an. Et non seulement on ne lui a pas donné les ressources, mais en plus on l'a privé de 3 milliards de recettes au nom des politiques de compétitivité économique qui, à la différence de tous les gouvernements depuis 30 ans qui, quand des décisions de l'État étaient prises pour la compétitivité économique, compensaient les allègements de cotisations pour que ça ne soit pas péjoratif pour les équilibres de la sécurité sociale. Et depuis 4 ans, ça n'est plus compensé, il manque 3 milliards. Donc déjà, la situation à laquelle on est, elle est créée, elle est provoquée. Mais est-ce qu'on peut faire mieux? Oui, largement on peut faire mieux, notamment en faisant en sorte que les prescriptions qui sont faites s'appuient davantage sur les recommandations de la Haute Autorité de Santé, un collège de grands médecins, de grands experts, qui peuvent dire ce qu'est l'état de l'art, l'état des connaissances. Si on harmonisait les prescriptions sur les préconisations de la Haute Autorité de Santé sans augmenter les restes à charge, sans dégrader les niveaux de prise en charge, on peut faire 15 milliards d'euros d'économies, entre 15 et 20. Si on était au standard des pays d'Europe du Nord sur le dépistage, sur les niveaux de vaccination, parce qu'on est très en retard dans notre pays malheureusement là-dessus, on pourrait encore faire une quinzaine de milliards d'euros d'économies sur les coûts en santé, parce que quand les gens se font dépister trop tardivement ou quand les vaccinations ne sont pas faites, eh bien, ça entraîne un certain nombre de dépenses. Donc, par la prévention, par l'encadrement des prescriptions, on pourrait générer entre 25 et 30 milliards d'euros d'économies sans dégrader les prises en charge, sans augmenter les restes à charge. Oui, peut-être quelques mots de ma part sur la question des jeunes. Elle est fondamentale, cette question des jeunes, parce que quand on est une mutuelle, on regarde les jeunes à travers 2 prismes. Celui de la santé publique et celui, finalement, de l'engagement militant, du militantisme. Quand on est assureur, on le regarde d'un seul prisme, 0 risque. Et donc, couverture santé pas chère, accessible, avec 0 risque de se faire. À ceci près que, quand on est mutuelle, on ne considère pas que quand on est jeune, on a 0 risque. Ça s'appelle les aléas de la vie, et les accidents de la vie ne concernent pas, finalement, que les personnes âgées. Et c'est très difficile, en fait, aujourd'hui, de faire prendre conscience à certaines jeunes, au-delà des considérations parfois économiques qui empêchent d'accéder à une véritable protection. Je vais parler de prévoyance, c'est-à-dire comment on se protège face à des aléas de la vie, des coups durs. Aujourd'hui, on voit des pratiques où les jeunes, dans une vision un peu immortelle d'eux-mêmes, se disent « j'ai pas besoin de me protéger aujourd'hui, je verrai quand j'en aurai besoin ». Or, les risques liés à la prévoyance, ce ne sont pas des risques contre lesquels on peut s'auto-assurer tout seul. On n'est jamais solvable dès lors qu'on n'a plus la capacité à travailler, de trouver un revenu de substitution dans la durée. Ça, c'est quand on a la responsabilité d'une mutuelle, d'une complémentaire santé. Et puis le deuxième prisme, celui du militantisme. Pour faire vivre ces valeurs, il faut qu'il y ait des relèves militantes. Et de la même manière, avec tout ce que j'évoquais tout à l'heure, sur parfois la vision un peu passéiste des mutuelles, cette espèce de vieux machin qui a été sympa fin des années 40, mais qui quand même aujourd'hui revêt pas tous les aspects de la modernité. Il faut qu'on soit à la fois dans une capacité de poursuivre des combats sur des
conquête sociale. Je parle de la MGN que je connais bien, mais qu'il a fait depuis son origine, sur la contraception, sur l'IVG, récemment sur les parentalités, sur la fin de vie, sur les questions de laïcité. Mutuelle de l'éducation nationale, historiquement, on ne peut pas se désintéresser des questions de laïcité. Et pour autant, ce ne sont pas nécessairement des sujets qui font que des jeunes ont spontanément envie de s'engager. Et c'est là qu'il faut qu'on mette à profit notre capacité à agir en proximité dans les territoires. Pourquoi les jeunes voudraient-ils s'engager ? Au-delà des questions philosophiques de mettre du sens à sa vie, une question concrète et fondamentale, c'est d'être utile. Et donc, il faut qu'on soit capable, nous, de créer des espaces d'engagement sur des projets concrets, utiles, dans les lieux où les jeunes vivent, en proximité de leurs aînés, de leurs frères, de leurs amis, et de rendre ces espaces d'engagement très concrets, quitte à ce qu'ils ne durent qu'un temps, mais de se dire finalement, on ouvre des espaces d'engagement qui font vivre le modèle mutualiste et qui créent du lien, qui créent du vivre ensemble, finalement, du lien social, partout où c'est possible. Pour moi, c'est ça les enjeux aujourd'hui par rapport à la question du mutualisme et de la jeunesse. Jérôme Sadier. Oui, juste en complément, parce qu'en fait, je partage tout ce qui a été dit. Je n'ai pas l'impression que le panel soit tout à fait constitué pour qu'il y ait de la confrontation entre nous, à vrai dire. Mais non, sur la question des jeunes, tout d'abord, je pense que c'est valable, ce que je veux dire est valable pour les jeunes, mais aussi souvent pour les moins jeunes. On a un travail pédagogique d'ampleur, je dirais du camp républicain, pour rappeler que ce qu'on considère comme étant naturel ne l'est pas. Voilà. Que tout ce qu'on a, qui contribue à notre confort de vie, le fait d'être soigné correctement et de manière à peu près égalitaire dans notre pays, même si les inégalités se creusent par ailleurs, néanmoins ce sont des constructions sociales, des constructions politiques, et c'est toujours le produit de choix. Ce n'est pas inné, ce n'est pas donné pour toujours. Et en fait, je pense qu'il y a un travail de déconstruction qui est aujourd'hui nécessaire sur le plan pédagogique, pas sur le plan de la déconstruction des modèles en tant que tels, pour faire comprendre à chacun que tout le monde n'est pas protégé de la même façon par rapport aux aléas de la vie, tout le monde n'a pas le même confort de vie non plus, et que non seulement il faut bien avoir conscience de ça, mais aussi prendre conscience du fait que tout n'est pas encore parfait et qu'il y a encore beaucoup de choses à réaliser. La deuxième chose que je voulais dire sur la question des jeunes, même si elle ne concerne pas là non plus que les jeunes, c'est qu'il faut réinventer nos organisations. On ne peut pas se contenter d'afficher, je ne dis pas ça pour vous, hein, je dis de manière plus générale, c'est là pour moi aussi, ouais. D'afficher le fait qu'on ait des sociétés de personnes avec des adhérents qui s'engagent, et puis tout ça est démocratique, etc. Voilà. Je pense que ce qui fait défaut globalement, c'est que nous ne sommes plus en capacité, mais ce n'est pas que de notre faute, à vrai dire, d'organiser la délibération. Parce qu'on est démocratique, sur le plan de la construction juridique, ça vote, etc. Mais dans une société comme la nôtre aujourd'hui, où les liens se distendent, où la façon de débattre est tout sauf civilisée, en fait, la question de la restauration d'une forme de délibération de longue durée, fréquente, qui permet de s'éclairer mutuellement, sans jeu de mots, mais aussi de prendre des décisions le moment venu et de manière circonstanciée, je crois qu'elle est, à mon avis, fondamentale. C'est une forme aussi d'apaisement de la société. Et puis deux mots sur la dette, enfin, je vais un peu redire ce qu'a dit Eric, mais fondamentalement, la façon de la sécurité sociale au sens large du terme, et pas seulement la partie assurance maladie, est aujourd'hui considérée d'un point de vue financier, est quand même une question de choix politique et même d'offensive. La dette sociale est organisée dans notre pays. C'est pas récent, hein, pour le coup, j'incriminerai aucun gouvernement récent. Pour le coup, ça fait quand même pas mal d'années que par des choix conscients ou hasardeux, des paris risqués et souvent foireux, on se retrouve dans cette situation-là aujourd'hui, pas forcément qu'avec des mauvaises pensées, hein, mais néanmoins on se retrouve dans une situation où notre système global de protection sociale subit une dette sociale, de mon point de vue, organisée par des choix. Et pour rétablir les choses maintenant, parce qu'il faut y ajouter du coup des phénomènes démographiques nouveaux, on voit bien que dans la pyramide des âges, on inverse en fait la charge de la solidarité. Avant, il y avait notamment pour les retraites, mais c'est aussi valable en fait dans l'assurance maladie qui se gère au temps T, elle pour le coup, au départ de la projection dans le temps. Aujourd'hui, il y a plus de pathologies où les soins coûtent plus cher, ou les deux. Tout comme dans la retraite, il y a beaucoup plus de retraités que d'actifs.
progressivement et que l'équilibre il est rompu. Donc rétablir de la justice là-dedans, ça va demander un peu de temps, beaucoup de pédagogie aussi, et de faire en sorte que tout ceci, si possible, suscite du consentement, parce que moi ce qui m'inquiète le plus finalement, j'en finis par là, dans nos systèmes sociaux plutôt bien construits malgré leurs défauts, c'est qu'en fait les gens ils consentent de moins en moins. Et c'est ce qui a pu peut-être parfois être aussi le défaut, peut-être non pas originel, mais qui s'est instillé petit à petit dans notre système, c'est que ça a été créé sur la base de solidarité professionnelle et géographique. Il était beaucoup plus facile d'être solidaire de son voisin ou de son collègue de travail que d'être solidaire dans l'abstraction. Il y a eu ce grand élan de la sécurité sociale qui l'a permis, parce qu'il y avait un élan politique. Depuis ce premier élan politique, il y a 80 ans, je ne suis pas sûr qu'on ait réussi à le revivifier régulièrement, en fait. Voilà. Et a fortiori, maintenant, avec de la mise en concurrence ou ce qui est devenu un produit d'assurance banalisé, je pense que c'est difficile de faire comprendre qu'on peut encore faire vivre la solidarité dans ce cadre-là. Et donc, il va falloir restaurer du consentement à la solidarité. Il faut, du coup, en refaire un objet démocratique, parce que c'est aussi ça le sujet, c'est qu'avant, la Sécu était démocratique. Elle ne l'est plus. Seules les mutuelles conservent encore aujourd'hui une part de gestion démocratique. Avant, la Sécu, vous votiez pour la Sécu, peut-être que certains s'en souviennent, enfin moi non, parce que j'ai jamais voté pour les caisses de sécurité sociale, mais ça a existé en fait, hormis dans la Sécu étudiante, Eric. Mais je pense qu'on a besoin en fait de restaurer la démocratie dans la gestion du système. C'est ahurissant de penser que c'est le premier budget socialisé de la nation sans qu'il y ait plus une once de démocratie dans l'affaire. Merci à vous, Jérôme Sadier. On repart sur des questions. Et pendant que les mains se lèvent, Jérôme Sadier, juste une petite question. Vous dites que la dette sociale est organisée dans notre pays. C'est un systématisme qui existe depuis plusieurs décennies. Aucun gouvernement, depuis, en fait, n'a tenté d'inverser cette organisation. Si, en fait, les comptes de la Sécu ont été équilibrés, voire excédentaires, il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, moi, je m'en souviens en tout cas qu'en 2002, ils l'étaient. Évidemment que ça dépend de paramètres, pas qui par ailleurs sont des paramètres macroéconomiques. Mais le fait d'organiser la perte de recettes pour la sécurité sociale, ça, ce sont des choix politiques de gouvernements successifs, parce que je ne veux viser personne. Ou tout le monde. Oui, bonsoir. Est-ce qu'il est possible réellement de concilier mutualisme et environnement européen? Bonsoir. La sécurité sociale a été conçue et pensée par le Conseil national de la résistance en temps de guerre. Est-ce que la situation aujourd'hui, le chaos dans lequel on est, vous donne une responsabilité nouvelle? Bonsoir. Merci beaucoup pour ces points de vue dans les conférences. On nous dit liberté, égalité, fraternité. Et ce que je vois de ces conférences, c'est que les mutualités permettent la fraternité. On n'a plus tant de bastions à part ici. Donc ça, c'est très bien. Pour liberté et égalité, j'ai deux choses qui m'interrogent. La première, c'est quand on devient enseignant, on est obligé d'adhérer à la MGEN. Donc sommes-nous vraiment libres? Et ensuite, égalité, quand on est sur la question de la mutuelle santé, on peut avoir encore la liberté d'adhérer à une complémentaire de notre choix. Mais maintenant qu'on est obligé d'aller à la MGEN et de payer, ça va être très très compliqué pour aller dans un autre régime. Et on peut constater quand on va dans la plupart des cabinets parisiens, quels qu'ils soient, qu'on n'accepte pas la MGEN comme mutuelle. Y a-t-il liberté, égalité? Merci beaucoup. Bon, je ne m'étais pas préparé à ça. Mais pour autant, c'est important ce que vous dites en fait, parce que ce qui a fondé le mouvement mutualiste, c'est normalement, historiquement, au sein de la fonction publique, quand les mutuelles comme MGEN a été créées, c'était la liberté d'adhésion. Je suis libre d'adhérer ou pas. Et la mutuelle, elle a été créée par des enseignants, pour des enseignants et gérée par des enseignants, avec l'idée que ensemble, on pouvait mutualiser du risque, se protéger, et finalement, on est à la fois, quand on est adhérent à une mutuelle, assureur et assuré. Et ça, c'est ça la liberté de choix. J'ai une liberté de choix. Et puis,
petit peu d'histoire. En 2015, il y a ce qui s'est appelé l'ANI, l'accord national interprofessionnel, qui a généralisé les contrats collectifs obligatoires à l'entreprise. Pour celles et ceux parmi vous qui travaillent en entreprise, votre employeur prend globalement en charge 50% de votre cotisation. Et si je suis tout à fait honnête, à ce moment-là, nous mutualistes, on a un peu gueulé en disant, encore une fois, l'État impose à d'autres ce qu'il ne s'impose pas lui-même, c'est-à-dire contribuer à la protection sociale de ses agents. C'est chose faite. L'État le fait. Alors, il ne le fait pas forcément de la manière avec laquelle on aurait valu qu'il le fasse, mais il le fait. Il le fait comment ? Il décide de dire, moi, j'accepte de prendre en charge une partie de la cotisation de mes agents. La contrepartie, c'est que je décide des prestations, je lance un appel d'offres, et sur la base de ces critères, plusieurs répondants et un sélectionné. Ça s'appelle la protection sociale complémentaire des fonctionnaires. On vient de remporter l'appel d'offres du ministère de l'Éducation nationale, 1 400 000 agents, le plus gros contrat collectif d'Europe, soit dit en passant. Et ça rend pour nous le principe de liberté d'adhésion. Et c'est un vrai sujet politique, c'est pas simplement de se dire, de toute façon, ils seront protégés, ils auront accès à des prestations. Ça rend pour nous avec un principe fondamental qui est la liberté d'adhésion. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous serez protégé par l'offre de MGEN, vous ne serez pas adhérent à MGEN, vous serez bénéficiaire d'MGEN. Celui qui est adhérent au contrat collectif, c'est votre employeur, l'Éducation nationale. Ça change beaucoup de choses, c'est pas qu'un effet de style. Mais lorsqu'on dit qu'on est engagé, militant, parce qu'adhérent à une offre, vous adhérez aussi à un mouvement mutualiste, celui qui défend des valeurs, qui fait vivre des principes de solidarité, de non-lucrativité, de démocratie. Ça change beaucoup de choses. Et pour autant, on n'a pas eu le choix. C'est une réalité qui s'est imposée à nous. Donc sur la liberté, vous avez raison quand vous dites qu'aujourd'hui, alors il y a des dispenses. Si votre conjointe fait partie d'un autre contrat collectif lui-même obligatoire, vous pouvez choisir quelle obligation vous subissez. Mais effectivement, la liberté est complexe. Je vous remercie d'avoir souligné que la fraternité était vivante. Et sur l'égalité, l'égalité, elle est complexe aujourd'hui. Parce qu'en fait, entre les déserts médicaux, les inégalités territoriales, le coût des soins qui varie selon que vous êtes en milieu rural ou pas, les pratiques médicales, effectivement, c'est complexe de faire vivre une vraie égalité. On avait essayé à la MGEN pendant des années, on a fonctionné d'une certaine manière. Enfin, le principe assurantiel, c'est plus il y a de monde, plus c'est facile de répartir le risque, moins la tarification individuelle est élevée. Et à travers ça, on arrivait à faire vivre d'autres formes de solidarité entre les hauts revenus et les bas revenus. C'est-à-dire que nos cotisations étaient appuyées sur un pourcentage du salaire. Le même pourcentage pour tout le monde, en valeur absolue. Celui qui gagnait plus payait plus, celui qui gagnait moins payait moins. Et on avait une forme de doctrine qui était cotiser selon ses moyens, recevoir selon ses besoins. Ça, c'est terminé aussi avec les contrats collectifs. C'est terminé parce que l'employeur, il se dit, je ne vais pas m'embêter à prélever un pourcentage d'une fiche d'un bulletin de salaire, c'est une cotisation forfaitaire. Donc on a rompu aussi avec des solidarités qu'on appelait intergénérationnelles, entre les plus jeunes et les plus âgés, les hauts revenus et les bas revenus. Donc on peut se dire à la fois que c'est une avancée que les fonctionnaires voient leur cotisation prise en charge en partie par l'État, mais c'est un recul, d'une certaine manière, sur la capacité à librement choisir sa complémentaire et organiser les solidarités d'une manière un peu différente. Voilà. Éric Chenu, Jérôme Sadier, pour le mutualisme environnement européen. Mutualisme en Europe. Alors souvent, on ne mesure pas le poids du mutualisme, le poids du coopératisme en Europe. Parce qu'en fait, au final, on pèse quand même assez lourdement, que ce soit en mutuelle santé, en mutuelle d'assurance ou en coopération, parce que d'autres pays sont organisés plutôt en format coopératif qu'en format mutualisme. C'est un vrai sujet parce que les grands standards européens, aujourd'hui, il n'y a pas de statut de la mutualité en Europe. On a essayé dans les années 90-2000, on s'est un peu opposé à une espèce de blocage. Je laisserai Jérôme revenir sur le coopératisme, qui celui-là est reconnu, mais le mutualisme n'a pas été reconnu. En revanche, on a eu des avancées, notamment sur l'économie sociale et solidaire, qui est désormais, notamment en s'appuyant sur la définition française,
de l'économie sociale et solidaire mieux reconnue. Et pendant le premier mandat de Ursula von der Leyen, il y a eu un certain nombre d'avancées en la matière. Mais sur notre périmètre à nous, Mutualité française, c'est-à-dire les assurances de santé, des assurances de personnes, on est géré d'une certaine façon. On dépend des directives assurances qui sont les mêmes pour les assureurs capitalistiques, les institutions de prévoyance ou les mutuelles. On dépend tous de la même réglementation. Et de plus en plus, ce qui fait la norme, que ce soit sur les données, que ce soit sur les enjeux de gestion financière, puisqu'on gère un certain nombre d'actifs pour provisionner les risques, etc., c'est vrai que les standards ne sont pas ceux du mutualisme, ceux du solidarisme. Et tout l'enjeu, c'est en permanence, et on est très mobilisé à Bruxelles notamment et au Parlement, pour faire connaître et reconnaître ce que l'on est, partager avec les parlementaires le plus possible en avance de phase pour éviter d'être en défensif sur un certain nombre de réglementations qui avancent. Je vous ai dit avancer sur la reconnaissance de l'ESS dans le premier mandat d'Ursula von der Leyen, notamment du fait de Nicolas Schmit, qui était commissaire, qui s'était emparé de ce sujet-là parce qu'il y croyait, etc. Il avait convaincu la présidente de la commission d'avancer sur ces enjeux. On ne peut pas dire que le début du deuxième mandat d'Ursula von der Leyen aille tout à fait dans le même sens. Il y a eu un certain nombre de reculs ces derniers temps et tout l'enjeu, ça va être avec l'ensemble des acteurs de l'ESS à l'échelle européenne de ne pas trop perdre sur cette mandature. Un petit mot sur l'Europe. Il y a quelques années, on a essayé de faire reconnaître le modèle mutualiste en Europe. Ça veut dire créer du droit nouveau. Parce que c'est du droit qui n'existait pas. Et créer du droit nouveau en Europe, ça veut dire adhésion à l'unanimité des États membres, adoption à l'unanimité. Ça, on n'y est jamais arrivé. Quand vous parlez à la Pologne ou à l'Allemagne, qui n'ont pas eu historiquement une seule fois un modèle mutualiste, ne comprennent pas de quoi vous leur parlez. Et quand vous leur dites en plus un système collectif, ça résonne collectiviste, autant vous dire sur l'ancien bloc des pays de l'Est, il y a une forme de refus un peu épidermique. On s'y est pris autrement en fait, parce qu'on n'aura jamais une reconnaissance réglementaire, politique du modèle mutualiste, ou alors à un coût très élevé, en l'insérant dans du droit déjà existant, ce qui requiert plus que la majorité qualifiée des 2/3 en droit européen. MGN, il y a une quinzaine d'années de ça, on a décidé de faire vivre le modèle mutualiste au Portugal. On l'a fait en 2008. Autant vous dire qu'on s'est un peu planté, crise économique majeure, aucun n'a voulu adhérer, c'était pour les enseignants portugais à la base, aucun n'a voulu adhérer. Et on a tenu bon. Et en fait, vous voyez, je vous disais tout à l'heure, en France, on est parfois considéré comme un truc un peu ringard. Au Portugal, c'est totalement différent. Le marché de la santé au Portugal, il est tenu par les assureurs classiques qui ont des pratiques d'assureurs classiques. C'est-à-dire qu'ils vous collent des questionnaires médicaux avant de vous faire adhérer, ils vous collent des délais de carence avant que vous ayez le droit de toucher les premières prestations, ce qu'une mutuelle, comme la MGN, ne fait pas. On n'a pas de questionnaire médical, pas de délai de carence. Et donc on s'est installé là-bas en disant on va faire comme on fait chez nous. Pas de délai de carence, pas de questionnaire médical. Ça a foutu un peu en rogne les assureurs portugais. Et maintenant aujourd'hui, 17 ans après, il n'y a plus un seul assureur au Portugal qui fait ni de questionnaire médical, ni de délai de carence. Et les journaux qui s'occupent un peu d'assurance et les associations de consommateurs nous ont qualifiés de trucs un peu modernes et disruptifs. C'est fou, on n'est jamais prophète en son pays. Et par contre, il suffit qu'on aille s'installer dans un autre pays où on rompt avec les pratiques assurantielles. Donc tout n'est pas perdu en fait. Si le chemin réglementaire n'aboutit pas, on a toujours capacité, par l'exemple, de faire changer les pratiques des assureurs pour les rendre plus vertueux, en tout cas adopter des pratiques qui favorisent vraiment l'accès à la santé, la solidarité, l'égalité devant la maladie. Ce que vous n'avez pas dit ni l'un ni l'autre d'ailleurs, c'est que c'est ce qui s'est passé en France aussi. C'est qu'en fait, le mouvement mutualiste a connu une victoire à la Pyrrhus il y a quoi, 10 ans, 15 ans, je ne sais plus. Sous Sarkozy, c'est déjà si vieux, puisque finalement le gouvernement à l'époque a demandé à l'ensemble des assureurs complémentaires santé qui avaient des velléités sur ce marché-là de s'aligner sur les pratiques de la mutualité. La mutualité, d'ailleurs, en ne faisant pas de sélection, bénéficiait d'un régime fiscal favorable, en contrepartie de l'absence de sélection
de ses adhérents. Donc, petit à petit, le gouvernement a imposé ce qu'on appelait à l'époque le contrat solidaire et responsable, si la mémoire est bonne. Hein, et si ces assureurs, des assureurs privés de nature plus capitalistique adoptaient ça, ils avaient eux-mêmes en principe une promesse fiscale derrière. Ce qui s'est passé en fait est plutôt l'inverse. Enfin, tout le monde a adopté finalement ces pratiques-là, mais une fois que tout le monde a adopté ces pratiques-là, la fiscalité est remontée, a commencé à remonter en flèche. Aujourd'hui, je ne sais plus à combien on en est maintenant, de 14%. Voilà, quand vous payez 100, votre cotisation, il y a 14% qui est perçu par l'État, alors qu'avant c'était 0. Voilà. Donc en fait, du coup, c'est la victoire à la Pyrrhus, parce qu'en fait, les pratiques mutualistes sont devenues la norme. Par contre, la fiscalité, non. Voilà. Bref. Ce que je veux dire par ailleurs, c'est que ce qui est au cœur aussi de la façon dont ça a basculé, c'est qu'en fait, il y a une grosse différence entre être assuré par un assureur plus conventionnel, vous voyez, dire, et être assuré par une mutuelle, en tout cas à l'origine. La relation que vous avez en tant que mutuelle avec un adhérent, hors contrat collectif, il en reste encore plus beaucoup, mais bon, c'est pas une relation individuelle. La personne adhère à un règlement mutualiste qui s'applique en principe à tous les adhérents qui ne sont pas couverts par ailleurs par un contrat collectif. Ce qui est que vous adhérez à un truc collectif directement en fait. Et vous ne négociez pas, en principe à l'origine en tout cas, une individualisation de votre prise en charge, même si vos ressources sont prises en compte éventuellement de la cotisation. Et donc c'était une adhésion à l'époque à un truc qui était plus collectif qu'on appelait un règlement mutualiste. Aujourd'hui, notamment avec les contrats collectifs, et du fait que c'est déporté sur la relation à l'employeur, c'est devenu un contrat d'assurance qui individualise par ailleurs les situations. Et donc ça déstructure effectivement la prise en considération du modèle mutualiste en tant que tel. Et pour finir sur la question de l'Europe, effectivement, je ne vais pas revenir sur les combats malheureusement vains à ce stade pour faire reconnaître le statut mutualiste ou le modèle mutualiste en Europe, c'est aussi lié au fait que le droit européen ne veut pas connaître des formes d'entreprise. Il régule les activités au nom de la concurrence, mais il ne régule pas les statuts d'entreprise. Les statuts d'entreprise sont propres à chacun des pays. Il y a une exception néanmoins, ce sont les coopératives. Parce qu'elles ont obtenu un statut de coopérative européenne, alors à vrai dire ça n'a servi strictement à rien parce qu'il n'y en a pas, mais il y avait une origine à ça. Dès le traité de Rome en 1950, les coopératives ont été traitées à part, considérant leur poids dans l'économie et considérant les secteurs d'activité qu'elles structuraient, notamment pour les coopératives qu'on appelle fermées, celles qui réservent leurs services à leurs sociétaires. Et une banque est une coopérative ouverte parce qu'en fait elle est ouverte à tout le monde. Une SCOP est une coopérative fermée parce qu'elle travaille pour les salariés de la SCOP. Et ça amène des régimes fiscaux différents. Le droit européen aujourd'hui tolère le fait qu'il puisse y avoir des traitements différenciés pour certains types de coopératives. Et parfois je me demande, Eric et Mathias, si il ne faudrait pas, ce serait douloureux, hein, mais évoluer du statut mutualiste au statut coopératif, au moins pour certaines activités, qui permettrait finalement d'obtenir non pas un traitement de faveur, mais un traitement différencié. Et une prise en considération d'un fonctionnement différent, peut-être d'une fiscalité différente. C'est un truc à travailler, c'est comme ça que ça fonctionne en Italie. La sécurité sociale, dans le cas où ambiance, c'est un amortisseur de crise. C'est-à-dire qu'elle permet, en tout cas elle doit, permettre à chacune et chacun, vous disiez, quelle que soit sa condition, ses ressources, son origine, son lieu géographique, d'accéder à des soins. Indépendamment, encore une fois, des questions de financement, de déserts médicaux, mais la sécurité sociale, je le disais tout à l'heure, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. C'est le bien commun. Et donc c'est en ça que c'est un des derniers remparts de la République sociale. Et dans le chaos ambiant, on voit bien aujourd'hui que même ce dernier rempart est battu en brèche. À travers quel prisme? Celui économique et du financement. Éric, Jérôme, vous l'avez vachement bien détaillé, je vais pas revenir là-dessus. Mais aujourd'hui, on a un moment crucial. Et le moment crucial, il va falloir faire des choix politiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, historiquement, la sécurité sociale est financée par les cotisations sociales, basées sur les revenus du travail. Et donc, avec la question de la déformation de la pyramide des âges, plus de retraités, moins d'actifs, il y a une vraie question de fond qui existe. Le sujet, ce n'est pas la question, c'est la réponse à cette question-là. Et aujourd'hui, on voit qu'à travers cette problématique et cette question, une multitude de réponses sont proposées, plus ou moins
porteuse d'espoir ou d'avenir, ou en tout cas de pérennité pour notre modèle social, beaucoup souhaiteraient finalement une forme de... C'est marrant parce qu'on a les deux extrémités du spectre qui se matérialisent dans ces moments de crise ou de complexité. Le tout sécu, c'est le tout État, et donc ça renchérit les questions du financement de ce tout sécu, grande sécu, et vous avez de l'autre côté ceux qui voudraient renvoyer chacune et chacun à son propre risque individuel, plus que de la responsabilisation, de la culpabilisation individuelle, ton risque, ta cotisation, et donc une forme de privatisation, comme on peut le voir aux États-Unis, dans d'autres pays anglo-saxons. Chacun finalement doit se débrouiller seul avec son risque, point de solidarité nationale, point de prise en charge collective. Et donc il faut qu'on trouve cette voie de passage entre les deux pour maintenir finalement ce qu'est la sécurité sociale aujourd'hui, ce socle de protection collectif consenti, travaillé, encore une fois avec les questions démocratiques que tu soulignais, Jérôme. Aujourd'hui, on n'est plus dans ces considérations où le citoyen, l'assuré social a voix au chapitre, mais en tout cas, à travers ces vraies questions, il faut qu'on trouve les moyens de pérenniser notre système de protection sociale, auquel cas, on risque, en tout cas nos concitoyens, risquent de perdre beaucoup en termes d'accès à la santé. Bon, pourquoi est-ce qu'il faut anticiper? Parce que la trajectoire démographique, elle est connue. On ne sait pas trop ce qui va se passer en économie, encore moins en géopolitique, on le voit malheureusement ces derniers temps. Mais en démographie, on sait exactement ce qui va se passer. En nombre de personnes de plus de 75 ans, nombre de personnes de plus de 85 ans pour les 10, 20, 30 ans qui viennent. Les dépenses de santé d'une personne de 75 ans et plus, c'est 4 fois celle d'une personne de 30 à 50 ans. Et ce nombre, le pourcentage de nombre de personnes de 75 ans et plus va être multiplié par 3 d'ici à 2050. Donc les besoins de financement vont être considérables dans les années qui viennent. La question, c'est tout État versus financiarisation, libéralisation. Nous, on est convaincus qu'il faut au contraire rester dans cette troisième voie, soutenable, durable, solidaire. Le tout État, pourquoi il faut éviter? Parce que de toute façon, l'état des finances publiques fait que ça va être quand même compliqué d'imaginer un devenir serein où on pourra prendre en charge les besoins dans les années qui viennent. Je rappelle quand même que un tiers, 30% des dépenses de l'État aujourd'hui sont à crédit. Un budget de 480 milliards, 160 milliards d'euros de déficit. Il y a des déficits sociaux, c'est vrai, mais pas dans la même proportion quand même. Donc je ne suis pas convaincu que donner les clés du camion à l'État, aujourd'hui, ça soit extrêmement bien pour le devenir de notre protection sociale. Quant à la libéralisation, il ne faut pas non plus qu'on s'auto-flagelle sur notre système. Il y a des choses qui ne vont pas, il y a des dysfonctionnements, il faut les corriger. Mais notre système, il permet tous les jours ouvrés d'avoir 1 million de consultations médicales financées, payées, les hôpitaux fonctionnent, etc. Et ça pour 11 € par jour et par personne. Aux États-Unis, le système de santé qui est plus inégalitaire, il coûte 22 € par jour et par personne. Il coûte le double du nôtre. Donc il faut vraiment qu'on fasse les bons choix en la matière. Et juste, notre sécurité sociale, elle inspire d'autres pays. Je suis intervenu au nom de la Mutualité française et de l'Association internationale de la mutualité à l'ONU pour défendre la couverture sanitaire universelle, pour faire en sorte que progressivement, les pays se dotent d'un système soit public, soit parapublic, ou en tout cas solidaire, pour être le socle de la citoyenneté dans chacun de ces pays, parce que c'est le creuset de l'émancipation. Et ça a été repris dans une délibération de l'ONU en 2023, et ça fait partie des sujets qu'on porte parce qu'il y a aussi un enjeu, c'est que progressivement, ce qui est un acquis aujourd'hui pour nous, qu'il faut défendre, qu'il faut préserver dans ces principes de solidarité, il faut aussi penser à l'essaimer pour que d'autres que nous en bénéficient et que petit à petit, ça devienne la norme, le standard. Juste 2 mots, parce que je sais qu'on a commencé à être long, mais enfin, le monde qui se présente devant nous est légèrement incertain. On va dire ça, parler par euphémisme. Et moi, je ne suis pas convaincu que présenter à ce monde incertain nos socles démocratiques, la façon dont on conçoit la citoyenneté politique aujourd'hui, suffisent à affronter les bouleversements écologiques, technologiques
économiques, sociaux qui sont devant nous. Donc je crois que nous avons besoin de formes de citoyenneté, notamment sur les questions de protection de la personne, qui soient aussi démocratiques que possible et qui résistent autant que possible aux aléas qu'a évoqué Éric. Parce qu'effectivement, une grande sécu qui est confiée exclusivement à l'État, qui a des problèmes budgétaires chaque année, qu'il fallait au fond de tiroir au point qu'il n'y ait plus de tiroir, risque de créer en tout cas des va-et-vient dans la façon dont les personnes sont protégées. De ce point de vue-là, les systèmes solidaires et notamment les mutuelles sont des amortisseurs, autant qu'il est possible de le faire. Après, il y a aussi une réglementation à appliquer. Mais elles sont des amortisseurs des choix, des décisions publiques qui, elles, sont risquent de devenir beaucoup plus aléatoires. Et puis, deuxième élément que je voulais évoquer, parce qu'il faut inventer la sécu de demain aussi et la façon de se protéger contre de nouveaux risques. On a aussi une crise écologique majeure qui va durer un certain temps, qui implique soit de nouvelles pathologies, soit une aggravation de certaines pathologies et des conséquences sur la population plus importantes qu'auparavant. Et donc il faut financer ça. Et moi je pense que jusqu'ici on a pensé la protection sociale comme étant une contrepartie à la pénibilité du travail, et c'est le travail qui du coup finance le risque. Je pense qu'il faut interroger le fait que la crise écologique générant des risques, et pas de manière abstraite, parce qu'il y a des gens des entreprises, des activités qui sont facteurs de risque, et bien ces générateurs de risques doivent contribuer à une nouvelle forme de sécurité sociale qui intègre le risque écologique. Et bonsoir à tous et à toutes. Ma question est historique sur la fondation et les fondateurs. Et vous parliez de régénération et en même temps vous parliez d'incertitude. Si je comprends bien, au moment de la fondation, il y avait un certain nombre d'incertitudes. Donc ma question est sur les acteurs qui ont protégé le modèle mutualiste et la formation du premier patrimoine, puisque je comprends qu'il y a un premier patrimoine qui a été élaboré, rassemblé ne serait-ce que sur le plan financier, et quels ont été l'acteur ou les acteurs qui ont protégé le modèle mutualiste au tout début et en mode de régénération, que sont devenus ces acteurs aujourd'hui qui ont à la fois protégé ceux qui protégeaient, donc la question c'est qui protège ceux qui protègent, à la fois les mutualistes et les bénéficiaires. Le dialogue entre la mutualité et les pouvoirs publics a toujours été complexe. L'État n'a jamais trop aimé que des acteurs comme la mutualité interagissent, interviennent, génèrent des solidarités, donc possibilité des moyens de résistance, etc. Sous le Second Empire, il y a eu des volontés de cadenasser les capacités et la volonté. Ça se libéralise sous la Troisième République avec la reconnaissance de la mutualité en 1898, mais il y a des allers-retours pas simples. Et puis, Jérôme y a fait allusion dans son propos, industrialisation du pays, des gens qui quittent les campagnes pour s'installer dans les villes, et il faut organiser les solidarités. Et donc on va avoir besoin des caisses ouvrières, on va avoir besoin des sociétés de secours mutuels sur la prévoyance, etc. Et petit à petit, ça va se structurer. Et on va, dans les années 30, organiser les assurances sociales. Et là, les pouvoirs publics laissent faire jusqu'à la création de la sécurité sociale en 1945, et où là, il y a un partage de sorts qui est organisé, qui est structuré. Et puis, petit à petit, on va voir de nouveau l'État, la puissance publique, estimer qu'il faut organiser, il faut encadrer. Et aujourd'hui, j'ai interpellé la ministre pas plus tard que la semaine dernière au congrès de la mutualité, on est de nouveau dans une hyper-réglementation qui cadenasse toute initiative des organismes complémentaires. Ça peut être pour de bonnes ou de mauvaises raisons, ça en fonction des uns et des autres, vous apprécierez, mais aujourd'hui, on voit bien que l'initiative, l'innovation sociale qui est portée par le mouvement mutualiste ne plaît pas complètement et qui a quand même cette volonté. Donc jamais personne n'a réellement protégé, soutenu, etc. On s'est quand même toujours un peu développé, imposé, je dirais, au rapport de force.
Et aujourd'hui, je pense que ça doit être la même chose, le chemin de demain. Si on veut conquérir de nouveaux territoires pour la mutualité, je pense qu'on ne nous les octroiera pas, je pense qu'on les arrachera, tout simplement parce que ce seront des territoires utiles à tous et à chacun, permettant de faire fonctionner la solidarité dans l'universalisme, de répondre à de nouveaux enjeux, de nouveaux aléas, et de faire en sorte qu'on réponde aux besoins des populations. Mais je pense que rien ne nous sera donné que l'on n'aura pas arraché. Merci à vous, Éric Chenu. Il me reste à vous remercier, Éric Chenu, Mathias Savignac, Guillaume Sadier. Merci à vous. C'est désormais le grand maître du Grand Orient de France, Nicolas Penin, que j'invite désormais à me rejoindre pour quelques mots de conclusion. Merci Fabrice, merci effectivement messieurs pour ces interventions. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, mesdames et messieurs, puisque nous sommes à l'heure des remerciements, je vais également remercier notre grand maître adjoint Patrice qui a fait l'ouverture de ces chantiers de la République et notre grand secrétaire aux affaires intérieures adjoint Fabrice pour l'animation tout au long de cette année par nos frères de ces chantiers, puisque c'est la dernière tenue de ces chantiers de la République au sein de l'hôtel Cadet avant la pause estivale. Et je pense que vous avez pu vivre, pour celles et ceux qui sont abonnés gratuitement à ce service public, de ce laboratoire d'idées qu'est le Grand Orient de France lorsqu'il ouvre ses portes, que de participer à ces réflexions, que cela soit ce soir sur le mutualisme et l'humanisme, tout comme nous avons pu aborder des sujets tels la laïcité, la République, l'écologie, la pauvreté, le sport et bien d'autres sujets dans les territoires hexagonaux, ultramarins et même dans nos loges à l'étranger, puisque je vous rappelle que nous avons 1400 loges et plus de 55 000 membres qui portent ces valeurs et ces idéaux. Et en termes d'humanisme et de mutualisme, nous ne pouvions peut-être pas, mesdames et messieurs, mes très chers frères, mes très chères sœurs, terminer avec un sujet qui ne pouvait être que ce feu d'artifice en termes de retour sur soi-même. Du retour sur soi-même, puisque vous l'avez abordé, il y a bien peut-être un lieu où des hommes à cette époque-là, et des hommes et des femmes aujourd'hui, portent en leur cœur l'idéal de ce que nous sommes, c'est-à-dire la dignité et le respect de l'humanité. Le solidarisme, Léon Bourgeois, qui siège dans le hall d'accueil de cet hôtel, puis les idéaux de solidarité, de démocratie, d'universalisme, les continuités que vous avez pu donner en termes de démocratie, en termes de laïcité, de droits des femmes, que nous avons pu porter avec les nôtres hier, comme nous le ferons demain, nous invitent à croire que le mutualisme, l'humanisme ne sont pas effectivement des idées du passé, mais les combats de demain. Alors, mes frères, mes sœurs, mesdames et messieurs, moi je ne peux que nous inviter à continuer à réfléchir entre nos murs pour agir en dehors de ces murs et à faire en sorte qu'avec vous, là où vous êtes, au nom de ce que vous portez, dans ces exceptions qui peuvent paraître parfois françaises, mais l'universalisme et ces idéaux de lumière n'ont certainement pas toujours été dans le monopole de ce que nous sommes, contrairement à ce que nous pouvons penser. Et il y a bien des idées, et vous en avez donné des exemples, qui ont pu se partager à partir du moment où nous tendions la main à un homme ou à une femme qui, de par sa différence, croyait en ce que nous sommes dans la richesse. Mesdames et messieurs, ce mutualisme, ce solidarisme que vous avez pu aborder doit affronter, et vous l'avez dit aussi, ce temps des crises. Régulièrement, nous pouvons aborder également ce présentialisme qui vient parfois corrompre les temps actuels et que, par exemple, François Hartog décline. Ou demain nous fait peur parce qu'il est fait de crise, parce qu'il est fait d'incertitudes, parce qu'il y a ces crises écologiques, démocratiques, des guerres sociales, techniques, technologiques, et qui finalement nous obligent à ne pas regarder ce qui pourrait nous arriver après cette nuit. Parce que ce passé, nous ne pouvons plus y revenir, alors qu'il était bien mieux, puisque nous étions bien plus jeunes. Il était donc par essence l'idéal que nous cherchons peut-être à retrouver. Et comme nous ne pouvons ni aller vers un futur inquiétant, ni
vers un passé que nous ne retrouverions pas, nous surinvestissons sur cet affect et ce présent qui vient nous phagocyter. Et nous ne pouvons pas, dès lors, prendre conscience en ce que nous sommes pour tendre la main de la solidarité et du mutualisme. Parce que le mutualisme et la solidarité qui actent l'humanisme, c'est avoir confiance en l'autre, c'est-à-dire avoir confiance en soi. C'est Jean Kelevitch qui disait que la vie est un chemin irréversible. La vie est un chemin irréversible. Et cette vie, ces fleuves qui vont de la naissance à l'estuaire, c'est ce que vous portez, puisque c'est prendre soin de nous-mêmes. Lorsque vous portez le mutualisme, lorsque nous portons l'humanisme, c'est prendre soin de l'autre, c'est liberté, égalité et fraternité. Dans toutes les questions que vous avez pu aborder et que nous pouvons aborder ici, et je pense par exemple à la fin de vie, qui peut être un de nos combats communs et historiques que vous portez chez vous comme nous portons ici. Alors ces fleuves et ces chemins irréversibles qui nous font mettre l'homme et la femme au cœur de notre projet, je ne peux que vous inviter à continuer à le porter ici, en dépassant l'été et en nous retrouvant demain, de nouveau, au Grand Orient de France comme ailleurs, pour honorer ces idéaux qui sont les nôtres. Je vous remercie.